Un client vous a-t-il déjà fait fondre en larmes au travail? J'ai eu affaire à une mère divorcée qui, sans gêne, m'a demandé d'installer sa machine à bruit blanc en plein milieu du resto, puis m'a traité de traîner simplement parce que je lui avais apporté de l'eau. Quand elle a commencé à raconter, fière d'elle, qu'elle sexualisait sa fille de 9 ans pour se venger de son ex-mari qui avait refait sa vie avec un homme, mon patron a tout de suite prévenu les services sociaux. Elle ne s'est pas calmée pour autant. Elle a rayé BTCH sur ma voiture, a poussé les mères du quartier à me harceler et a même lancé des poursuites contre tout le monde, pendant que son nouveau mec, une caricature de sportif de salle, montait une campagne sur les réseaux sociaux pour ruiner le resto. Mon boulot? Supporter ces clientes insupportables toute la journée, parce que je bossais dans un resto branché en plein centre de la Silicon Valley, juste à côté d'une école primaire. Toujours la même clientèle. Des mères lookées, sacs de marque au bras, brushing nickel, jamais un pourboire au-dessus de 10%. Mais alors Delana, elle, battait tous les records. Un jour, elle débarque avec un énorme sac de sport noir posé en plein passage. « Je peux avoir un peu de service, bon sang ?» qu'elle hurle, pendant que sa fille de 9 ans, morte de honte, baisse la tête. Je me dépêche vers elle, et là, elle me tend un long câble noir. C'est une machine à bruit blanc. Sans ça, impossible de manger. Je la regarde, sidérée. « Qu'est-ce que t'attends, Noël? Bouge-toi et branche-moi ça. » Franchement, j'avais juste envie de lui passer le câble autour du cou, mais ma patronne Maria était à côté, alors je me suis contentée de lui en toucher un mot. « Va aider la dame, branche-lui sa machine », a-t-elle ordonné d'un ton glacial. Je m'exécute, mais ça m'a perturbée, parce que d'habitude Maria est plutôt cool, du genre à te laisser partir plus tôt le soir. Cette fois, tout le monde subissait la machine qui dérangeait la salle entière, pendant que Delana continuait son numéro. En 5 minutes, elle avait réussi à me pincer les cuisses, me donner des conseils minceurs, râler sur les traces d'eau sur les couverts et éteindre la lumière sous prétexte que ça ne la sublimait pas. Et quand enfin j'ai pris sa commande, une salade, une seule tomate cerise, Maria a lâché une phrase qui a tout expliqué. En fait, Delana vivait un divorce compliqué. Son mari l'avait quittée pour un autre homme. Honnêtement, ça ne m'a pas surprise. À sa place, j'aurais sûrement fait pareil. Et je crois que Maria a compris ce que je pensais, parce qu'elle m'a tout de suite dit qu'il fallait essayer de la comprendre. J'étais agacée, mais c'est aussi cette gentillesse chez Maria qui me faisait l'adorer. Alors j'ai hoché la tête et j'ai essayé de rester pro. Le lendemain, Delana revient, encore plus épuisée que d'habitude, les cheveux en bataille, le mascara dégoulinant, comme si elle avait pleuré toute la nuit dans sa Tesla. J'ai presque regretté de la surnommer la Kardashian du pauvre, dans son dos. Presque, parce qu'à peine je lui apporte de l'eau, elle m'attrape le poignet et me tend un kit de dépistage d'IST à faire chez soi. Je sais très bien à quel genre tu appartiens. Tes yeux d'ange et ton sourire, ça peut berner les gosses de ton école. Mais moi, je repère les filles faciles à 10 km. Son regard était complètement barré. J'ai croisé les yeux de sa fille, au bord des larmes. J'ai eu envie de gifler Delana, mais Maria m'a envoyé son fameux regard d'empathie depuis l'autre bout de la salle. Résignée, j'ai seulement lâché entre mes dents « Je suis en parfaite santé, madame ». Puis je suis partie. Mais Delana n'avait pas dit son dernier mot. Elle est revenue le lendemain, encore avec sa foutue machine. J'étais à 2 doigts d'exploser quand mon couple préféré est arrivé. Andrew et Steven, toujours le sourire, toujours un pourboire de 40%, et ils me faisaient goûter leur plat. Mais Delana les a repérés et a complètement vrillé. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est censé être un restaurant familial ici. Silence de mort dans la salle. Andrew a tenté de l'ignorer, mais Steven n'était pas prêt à se laisser faire. Delana a pointé leur table. C'est déjà assez dur que mon mari soit devenu comme eux, et maintenant il faut que je supporte ça pendant que je mange. Maria est arrivée en courant, s'est confondue en excuses auprès du couple, a tenté de calmer Delana. Je l'ai entendu chuchoter qu'il fallait être indulgent, que Delana traversait une mauvaise passe. Andrew et Steven sont restés dignes, mais ils ont fini par partir. Soupir. Maria a presque dû me supplier de ne pas claquer la porte, et elle m'a même offert une mangue pour me consoler. Alors je suis restée. Le lendemain, Delana débarque, sourire jusqu'aux oreilles, déguisée en soubrette ultra sexy en plein été. Elle avait l'air tellement heureuse que j'ai cru qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui lui convenait. Mais la réalité était bien plus glauque. Devinez quoi? Elle lance à la cantonade. Ma fille est enfin une femme. Sa fille surgit, habillée exactement comme elle. Je suis restée sans voix. Delana continue, encore plus fort. Elle devient une vraie petite séductrice. Je parie qu'elle a déjà plus de succès que toi, en me désignant devant tout le monde. J'étais écœurée. Cette femme se vantait ouvertement de sexualiser sa propre gamine, juste pour se venger de son ex-mari. C'est là que Maria a craqué pour de bon. Elle s'est dirigée vers la table de Delana, visage imperturbable, et a posé l'addition. Delana, j'ai été patiente. Nous l'avons tous été. Mais maintenant, ça suffit. Pardon? Delana a pris un ton sec. Depuis 6 mois, à chaque fois que tu viens ici et que tu fais vivre un enfer à mon équipe, j'ai doublé ton addition et fait un don à une asso LGBT. La salle n'a plus bougé. À ton nom, bien sûr. Tu as déjà donné plus de 3000 $ pour soutenir des jeunes LGBT. Ils vont même t'envoyer une plaque de remerciement. J'espère que tu auras compris la leçon. C'était franchement savoureux. Mais en vrai, j'étais déçue parce que la fille de Delana avait besoin d'aide. Pas juste d'une leçon donnée à sa mère. Mais Maria a toujours le dernier mot. Parce qu'à ce moment précis, les services sociaux sont arrivés. 2 agents sont entrés, leur badge bien visible. La femme la plus grande a balayé la salle du regard puis s'est arrêtée à notre table. La fille de Delana s'est tout de suite cachée derrière moi, agrippant mon tablier de toutes ses forces, et elle a murmuré quelque chose qui m'a glacée. Sa voix était si basse que j'ai failli ne pas l'entendre, mais la détresse était palpable. Elle me suppliait de ne pas la laisser partir en famille d'accueil. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je la sentais trembler contre mon dos. En un clin d'œil, Delana changea radicalement de comportement.
Son air satisfait et hautain s'évanouit, laissant place à une posture de mère exemplaire. Ses mains légèrement fébriles rajustaient nerveusement sa tenue trop voyante, tout en affichant un sourire chaleureux. Elle s'éleva avec élégance, allant à la rencontre des agents des services sociaux, les bras grands ouverts. Sa voix, douce comme du miel, les invita à entrer, insistant pour qu'ils goûtent absolument notre plat du jour, offert par la maison, évidemment. Le contraste était si saisissant que j'en avais la chair de poule. Voilà des mois qu'elle tyrannisait tout le monde, et la voilà soudain transformée en parfaite hôtesse. Maria s'avança, le visage fermé mais déterminé, et expliqua aux agents de la protection de l'enfance que, pour des raisons de sécurité, le restaurant enregistrait depuis 3 mois. Toutes les images étaient à conserver, et elle se disait ravie de fournir les vidéos nécessaires à leur enquête. La salle se remplit aussitôt de murmures. Plusieurs clients dégainèrent leur téléphone, et je remarquai l'application TikTok s'ouvrir sur plusieurs écrans. Le plus jeune des agents, à peine plus âgé que moi, avertit fermement tout le monde que diffuser quoi que ce soit en ligne pouvait compromettre l'enquête. Les téléphones furent rangés à contre-cœur, même si je savais que certains continuaient à filmer en cachette. La fille de Delana se pressa davantage contre moi, agrippant mon tablier de toutes ses forces. Je restais pétrifiée, partagée entre l'envie de rassurer cet enfant apeuré et celle de soutenir Maria. Les petits doigts de la fillette réussirent à attraper ma main, s'y cramponnant désespérément, et je la serrai en retour, réflexe instinctif pour lui offrir un peu de réconfort. Delana remarqua nos mains jointes, ses yeux se plissèrent, mais avant qu'elle n'ait le temps de réagir, son téléphone sonna. Elle décrocha, visiblement à bout, sans se rendre compte qu'elle avait activé le haut-parleur. La voix de Marcus résonna partout dans le restaurant. Elle se mit à lui hurler dessus, l'accusant d'avoir monté toute cette mascarade, d'avoir manipulé le personnel pour la faire tomber. Chaque mot résonnait dans la salle, et sa fille finit par prendre la parole, suppliant ses parents d'arrêter. Sa petite voix, tellement chargée de douleur, fit détourner le regard à plusieurs clients, mal à l'aise. Nous avons finalement gagné le parking, les agents de la protection de l'enfance recentrant la conversation, loin des oreilles indiscrètes. L'agent masculin aborda alors un sujet qui fit blêmir Delana. Ils avaient déjà reçu des signalements de l'école, où sa fille avait rédigé des textes parlant de ce qu'elle appelait les jeux de mannequinat spéciaux, de maman. Le masque de Delana craquela l'espace d'un instant, puis elle reporta sa rage sur moi, pointant nos mains toujours liées, la voix tremblante de colère, m'accusant de gestes déplacés envers sa fille. L'accusation me heurta comme un coup en pleine poitrine. Je lâchai la main de l'enfant et fis un pas en arrière, abasourdi. Marcus était toujours en ligne, et coupa court à la tirade de Delana en expliquant que son compagnon James recevait depuis des semaines des messages menaçants d'elle, où elle affirmait vouloir protéger leur fille de soi-disant mauvaises influences. Il promit de tout remettre à la protection de l'enfance. Tout s'emballa ensuite bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Les agents annoncèrent que la fillette serait provisoirement placée chez Marcus durant l'enquête, et qu'une ordonnance d'urgence serait sollicitée sous 72 heures. Le hurlement de Delana fut inhumain, son corps s'effondrant sur l'asphalte. Quelqu'un avait déjà appelé les secours, car une ambulance débarqua en trombe, prenant Delana en charge sur une civière, pendant que sa fille s'accrochait à Marcus, arrivé en plein chaos. Une étrange lucidité glacée s'empara de moi. J'étais désormais un témoin clé dans ce qui allait sûrement devenir une interminable bataille pour la garde. Cela ne finirait ni aujourd'hui, ni demain, ni même le mois prochain. 3 jours plus tard, cette certitude se confirma. Après mon service du matin, je retrouvai ma voiture couverte de profondes rayures, formant un mot qui me donna la nausée. La peinture était arrachée jusqu'au métal, et les réparations allaient me coûter une fortune. Mon colocataire m'envoya en plus des captures d'écran de groupes Facebook de mères du quartier. La mère de Delana y avait publié ma photo, accompagnée de récits complètement déformés des événements du restaurant. Du jour au lendemain, la page Yelp devint un vrai champ de bataille. Envahie de commentaires, une étoile prétendant qu'on traumatisait les mères divorcées et qu'on détruisait des familles. Certains posts s'accompagnant même de photos volées de moi. Maria passa des heures pendue au téléphone avec Yelp pour tenter de faire supprimer ses avis. Ce soir-là, mon colocataire me prit à part dans la cuisine, l'air soucieux, voulant savoir combien de temps tout ça allait encore durer, si j'étais en sécurité, si on ne ferait pas mieux de déménager. Je n'avais aucune réponse à lui donner. J'essayais juste de faire mon travail, et voilà que tout mon monde s'écroulait. Le lendemain, Maria me convoqua dans son bureau, visiblement à bout, les traits tirés par la fatigue et le stress. Elle me confia alors qu'elle documentait le comportement de Delana depuis des mois. Enregistrements, photos, notes précises, mais son avocat l'avait averti que certains éléments pourraient être considérés comme de l'écoute illégale. Le propriétaire de la franchise appela alors même que j'étais encore là, et j'entendis distinctement sa voix à travers le combiné, pressant Maria de me licencier pour préserver l'image de la marque. Les jointures de Maria blanchirent sur le téléphone, mais elle tint bon. Hors de question d'abandonner son équipe. Une semaine plus tard, la tension remonta d'un cran. Un huissier fit irruption un midi en pleine affluence et distribua à chaque employé une lettre de mise en demeure. L'avocat de Delana nous accusait de diffamation, exigeant que nous cessions immédiatement de parler de sa cliente. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. La même femme qui avait passé des mois à humilier tout le monde se posait désormais en victime. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, mais pas de la façon qu'on espérait. Le reportage brossait le portrait de Delana en mère courage, divorcée et persécutée par un personnel insensible. Ils l'ont interrogée devant le cabinet de son avocat, les larmes aux yeux, pendant qu'elle expliquait qu'elle voulait simplement pouvoir dîner tranquillement avec sa fille. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Mes parents avaient vu le reportage. La voix de ma mère était tendue, presque cassée, alors qu'elle me suppliait d'arrêter de gâcher la vie de cette pauvre femme. Elle m'a rappelé à quel point j'avais tendance à tout dramatiser, qu'il fallait parfois apprendre à lâcher prise. Cette accusation m'a blessée bien plus que les rayures sur ma voiture. Le lendemain, l'avocat de Marcus m'a appelé. Il voulait entendre mon témoignage, mais il m'a aussi mise en garde contre les méthodes de Delana. Selon lui, elle avait l'habitude de tout écraser sur son passage en cas de conflit. Rien ne lui résistait lorsqu'on se mettait en travers de sa route.
Les paroles de l'avocat se voulaient être rassurantes, mais elles sonnaient comme une menace. Une collègue m'a prise à part dans la cuisine, l'air dévasté, pour m'avouer à quel point elle était dépendante de la mère de Delana pour la garde de ses enfants, depuis des années. Elle n'avait pas d'autres options, et elle m'a supplié d'arrêter, de penser à toutes celles et ceux que cela touchait. La culpabilité m'étranglait. Maria, de son côté, a mis la main sur quelque chose de troublant en passant en revue les vidéos de surveillance. Un détective privé photographiait les voitures des employés et les suivait jusque chez eux. C'est la mère de Delana qui l'avait engagé pour fouiller nos réseaux sociaux, creuser dans nos vies, chercher quoi que ce soit qui pourrait être utilisé contre nous. 3 semaines après le début de ce cauchemar, mon passé est revenu me rattraper. La requête modifiée de Delana évoquait une arrestation qui remontait à mes années de fac, une histoire de possession de cannabis que je croyais oubliée depuis longtemps. Son avocat s'en est servi pour insinuer que j'avais un passé de consommatrice et que je n'étais donc pas un témoin fiable. 6 semaines après la première visite des services sociaux, un juge a enfin rendu sa décision. Malgré tous les doutes exprimés par la protection de l'enfance, malgré les preuves qu'on avait rassemblées, Delana a obtenu un droit de visite surveillée. Le juge a expliqué qu'il n'y avait pas assez de preuves concrètes d'un danger immédiat. J'ai eu la nausée en voyant le sourire triomphant de Delana en quittant la salle d'audience. Ce succès lui a donné des ailes. Elle s'est affichée avec un coach sportif du coin qui semblait tout à coup se passionner pour les affaires du restaurant. Il a commencé à publier sur les réseaux sociaux, demandant à ses abonnés ce qu'ils pensaient de cette histoire abracadabrante. L'opinion publique commençait à basculer, et pas dans notre sens. Je les ai aperçus tous les deux au café d'en face, pendant ma pause. Delana et son nouveau copain, le coach, installé dans un coin, penché sur son téléphone, lui jetait sans arrêt des regards vers le restaurant, puis pianotait nerveusement sur son écran. J'ai senti mon estomac se nouer en le voyant faire une capture d'écran et la montrer à Delana, qui arborait le même sourire satisfait que devant le juge. La campagne du coach sur les réseaux sociaux a vite pris une ampleur démesurée. En quelques jours, ses posts sur le restaurant ont été inondés de centaines de commentaires. Les gens partageaient des anecdotes sur des employés trop zélés, dénonçaient de soi-disant fausses alertes aux services sociaux, racontaient l'histoire de mères innocentes prises pour cible. À chaque commentaire, j'avais l'impression qu'on enfonçait un clou de plus dans notre cercueil. Mon compte Instagram est devenu un véritable champ de mines. Chaque story, même la plus banale, était capturée, détournée. Une photo de mon café du matin servait désormais à prouver ma soi-disant vie instable. Une photo avec des amis dans un bar devenait la preuve de mes prétendues soirées débridées. J'ai fini par douter de tout ce que je publiais, de chaque image, de chaque mot. Le téléphone du restaurant n'arrêtait plus de sonner. La plupart du temps, ça raccrochait direct. Mais parfois, il y avait des messages, des menaces, des insultes, des accusations. Maria a dû changer 3 fois de système de messagerie. Le stress se lisait sur tous les visages. Notre nouvelle serveuse sursautait à chaque fois que la porte s'ouvrait. Un midi particulièrement tendu, le téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était une petite voix qui demandait après moi. J'ai reconnu la fille de Delana. Elle parlait vite, nerveuse, et m'expliquait que sa mère lui avait fait répéter ce qu'elle devait dire au juge. Les phrases sur son bonheur, sur la méchanceté du personnel envers sa maman. Le système d'enregistrement de Maria avait tout sauvegardé. On savait toutes les deux que c'était une preuve essentielle, mais l'utiliser revenait à violer la confiance d'une enfant qui s'était confiée à moi. Comment pouvais-je trahir ce secret? Mais comment ne pas le faire si cela pouvait l'aider à se protéger? L'emprise de Delana ne se limitait plus aux réseaux sociaux. Elle avait intégré le même club de golf que notre propriétaire, qui s'était mis à poser des questions sur le comportement des locataires, sur la réputation du restaurant et son impact sur la valeur de ses biens. Derrière ses airs amicaux, ses propos étaient pleins de sous-entendus inquiétants. L'inspecteur sanitaire a débarqué un mardi matin avec son bloc-notes. Une plainte anonyme venait d'être déposée, mettant en cause la stabilité mentale du personnel et sa conséquence sur la sécurité alimentaire. Il a tout passé au crible, posé 1000 questions sur nos méthodes de recrutement, les vérifications d'antécédents, la politique de santé mentale. On a réussi à s'en sortir, mais tout juste. Mes séances de thérapie, commencées des années plus tôt pour gérer mon anxiété, se retrouvaient maintenant utilisées contre moi. L'avocat de Delana a exigé mes dossiers, transformant mes confidences sur le stress au travail en soi-disant preuve de trouble de la colère. Mes discussions avec mon thérapeute sur mon sentiment d'être dépassée étaient représentées comme des signes d'instabilité. La mère de Delana, de son côté, s'était mise à faire du bénévolat à l'école primaire du coin, glissant à qui voulait bien l'entendre, parents, enseignants, autres bénévoles, que j'étais dangereux pour les enfants. Les parents me lancèrent des regards méfiants pendant la sortie des classes, certains rapprochaient même leurs enfants quand je passais. La vérification de mes antécédents pour le tribunal a révélé quelque chose que j'avais complètement oublié. Quelques mois avant l'incident avec la protection de l'enfance, Delana avait déjà déposé une main courante, prétendant que quelqu'un rôdait autour de sa voiture, une description qui me correspondait parfaitement. En réalité, elle préparait son dossier bien avant que toute cette histoire n'explose. Alexandra, notre meilleure serveuse, a claqué la porte un mercredi, à bout de nerfs, face aux manifestants qui campaient chaque jour devant le restaurant. On les voyait arriver avec leurs pancartes. Arrêtez de séparer les familles, ou les mères ont aussi des droits. Ils filmaient tous ceux qui franchissèrent la porte, harcelant les clients avec des questions sur notre soi-disant haine des femmes divorcées. Un jour, après une énième altercation sous l'œil de leur téléphone, Marcus m'a tiré à l'écart, le visage fermé. Ce qu'il m'a confié m'a glacé. Il y a des années, Delana avait tenté de manipuler leur fille pour qu'elle accuse James d'attouchement. Seule la rapidité de Marcus et l'intervention d'un psychologue avaient empêché la situation de dégénérer. Elle était prête à tout pour avoir gain de cause. Pendant ce temps, le harcèlement sur les réseaux sociaux prenait de l'ampleur. Des faux profils surgissaient sans arrêt, se mettant à me suivre, à commenter sous chaque publication me visant. Au premier coup d'œil, on aurait dit de vraies personnes, mais en y regardant de plus près, on remarquait qu'ils utilisaient tous les mêmes expressions et suivaient les mêmes comptes. Delana se montait toute une armée virtuelle.
Puis, l'échange surveillé dans le lieu neutre a viré au cauchemar. Delana a renversé son café brûlant sur moi, soi-disant par accident, puis s'est mise à hurler que je l'avais agressée quand j'ai sursauté. Les caméras n'ont filmé que la suite, et mon bras brûlé m'a fait souffrir pendant des jours. Mais porter plainte n'aurait fait qu'alimenter le scénario qu'elle essayait de vendre. Maria, la gérante, a dû prendre la lourde décision de réduire mes heures. Ce n'était pas une sanction, mais une mesure pour la sécurité de tous. L'équipe était à cran, effrayée à l'idée de se retrouver au milieu d'un conflit qui les dépassait. Je comprenais, mais ça me fendait le cœur. Je gagnais moins alors que mes frais explosaient. À l'audience, l'assistante sociale m'a attrapée dans le couloir, l'air fatigué. Elle m'a expliqué que sans preuve de violence physique, le dossier était bancal. Les violences psychologiques, c'est beaucoup plus difficile à faire reconnaître, encore plus à poursuivre. Elle m'a conseillé de tout noter, de rassembler le maximum d'éléments, même si cela prenait du temps que la fille de Delana n'avait peut-être pas. En creusant dans le passé de Delana, j'ai découvert un vrai schéma. Dans son ancien immeuble, plusieurs voisins s'étaient plaints de cris d'enfants, de scènes nocturnes, de bruits angoissants. Ça devenait franchement flippant, surtout en voyant jusqu'où Delana était capable d'aller. Abîmer ma voiture, mobiliser les réseaux sociaux, aller jusqu'à instrumentaliser sa propre fille. Mais le gestionnaire de l'immeuble a refusé de bouger le petit doigt, de peur de se retrouver mêlé à une guerre de garde. Les preuves s'accumulaient, mais sans témoignage, elles restaient inutiles. Il aurait fallu que des gens acceptent de parler devant un juge, mais la plupart préféraient rester discrets, redoutant les représailles de Delana. Le système protégeait le silence, pas le courage. J'ai surpris Sébastien, le compagnon de Maria, en train de la supplier dans le bureau. Il ne voulait plus que le restaurant serve de champ de bataille pour des inconnus. Il la suppliait de penser à leur avenir. J'ai vu plus tard dans les yeux de Maria qu'elle doutait, écrasée par le poids de tout ça. Cette nuit-là, elle a passé des heures à revoir les vidéos de surveillance, le visage de la fille de Delana, sa peur, sa façon de tressaillir au moindre geste brutal de sa mère. C'est là que Maria s'est endurcie. Certaines causes méritent qu'on se batte, quitte à tout perdre. De mon côté, la paranoïa me gagnait. Chaque femme blonde en tailleur me faisait sursauter. Chaque Tesla garé sur le parking me mettait en alerte. Je changeais sans cesse d'itinéraire, vérifiais mes rétros, notais la moindre apparition suspecte de Delana. Je finissais par ressembler à ce qu'elle était devenue. Un midi, une serveuse du restaurant d'à côté est venue me voir, gênée. Il y a plusieurs mois, elle avait vu Delana gifler sa fille dans les toilettes du centre commercial. Elle avait hésité à intervenir, par peur des ennuis. Mais devant tout ce qui se passait, la culpabilité la rongeait. Alors elle a accepté de témoigner, à condition qu'on la protège. On savait toutes les deux que ce serait impossible. Delana avait un nouvel avocat, spécialiste des dossiers de droit des pères. Une ironie cruelle vu la situation. Il connaissait chaque juge, toutes les failles du système, et savait comment retourner la situation à l'avantage des mères. Il se promenait dans le tribunal comme s'il était chez lui, et à vrai dire, il l'était un peu. La thérapeute de la fillette voulait signaler ses inquiétudes, mais Delana avait changé de psy jusqu'à en trouver une qui soutenait sa version. Du coup, les avis des professionnels s'annulaient, et l'enfant restait coincé au milieu. Le système censé la protéger devenait une arme de plus dans l'arsenal de sa mère. Mon compte fondait à vue d'œil. Déménagement en urgence, caution, frais d'avocat, et en même temps, on me coupait des heures. Je refusais de demander de l'aide, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. Marcus a proposé de compenser mes pertes de salaire à cause des convocations au tribunal. Au fond, je savais que c'était pour se donner bonne conscience, pour se racheter d'avoir apporté toute cette folie dans nos vies. Mais la nécessité a fini par l'emporter sur ma fierté, et j'ai accepté, en me détestant de devoir le faire, en le détestant de me le proposer. Sur Instagram, Delana transformait chaque échange surveillé en leçon de manipulation. Elle postait des vidéos où elle semblait une simple cliente au restaurant, effaçant soigneusement toute tension. Les commentaires se multipliaient, plein de soutien pour cette pauvre mère qui voulait juste déjeuner avec sa fille. Petit à petit, les clients fidèles nous ont tourné le dos. Être catalogué comme « le resto de la garde d'enfants », c'était pire qu'une mauvaise note sur Internet. Les tables vides aux heures de pointe en disaient long sur la situation. Sur le papier, on avait raison, mais on perdait tout. Andrew et Stephen sont passés à l'improviste un jeudi après-midi. Eux aussi avaient commencé à répertorier les débordements de Delana dans leur boutique. Elle les suivait, provoquait des scènes, et s'était même laissé aller à des propos homophobes devant d'autres clients. Ils détenaient des images de vidéosurveillance, des témoignages, tout un schéma de harcèlement qui dépassait largement le cadre de notre restaurant. Ma préparation avec l'avocat de Marcus en vue de mon audition a fait ressurgir des vérités douloureuses. Je n'avais pas signalé tout de suite les attouchements, pensant que ce n'était pas si grave. Ce retard me discréditait aujourd'hui. Chaque petite concession, faite pour éviter les conflits, se retournait désormais contre nous. Ma collègue, qui comptait sur la mère de Delana pour garder son enfant, se retrouvait à devoir chercher des alternatives hors de prix et peinait à joindre les deux bouts avec ses nouveaux arrangements. Son épuisement sautait aux yeux, tout comme son stress. Elle ne me l'a jamais reproché ouvertement, mais je savais qu'au fond, elle me tenait pour responsable. Je n'étais pas innocente dans cette histoire. Benjamin, le plus ancien employé de Maria, a claqué la porte sans préavis. Dans sa lettre, il dénonçait l'ambiance devenue irrespirable, le stress permanent, la façon dont l'affaire avait contaminé le quotidien. 8 ans qu'il tenait le coup, mais là, il n'en pouvait plus. Sa déposition sonnait comme une exécution publique. J'ai été contrainte de reconnaître que j'avais insulté Delana, plaisanté à son propos avec d'autres, confessé mes accès de colère ou d'agacement. Pris hors contexte, mes mots me faisaient repasser pour quelqu'un d'instable et d'aigri. La vérité elle-même se retournait contre moi. L'analyse des images de vidéosurveillance a mis au jour ce que nous avions ignoré des semaines entières. La fille de Delana me glissait déjà des « à l'aide » à voix basse, bien avant qu'on contacte les services sociaux. Tant de signaux d'alerte que j'avais manqués, accaparés par mes propres soucis, aveuglés par la fatigue et la lassitude. La culpabilité me rongeait,
Comment ai-je pu passer à côté? L'avocat de Delana a tout de suite affirmé que les images étaient trafiquées en faisant intervenir des experts pour parler de deepfake, d'intelligence artificielle, de la facilité de fabriquer de fausses preuves. La vérité devenait une question de point de vue. La réalité elle-même semblait négociable. Les documents financiers révélaient les réelles motivations de Delana. Garder la garde de sa fille, c'était garder la maison, la pension, le contrôle sur la vie de Marcus. L'enfant n'était qu'un pion dans une histoire de revanche et d'argent. Pourtant, derrière toutes ces manipulations, elle était convaincue d'agir pour le bien de sa fille, persuadée de la protéger contre ce qu'elle appelait l'idéologie LGBT. La pire trahison a été le moment où j'ai dû témoigner de ce que la petite m'avait confié, alors qu'elle m'avait fait confiance dans un moment de détresse, confidence désormais dévoilée à tout le tribunal. Elle me fixait, les yeux emplis de reproches. J'étais devenue, moi aussi, un adulte de plus qui l'avait abandonnée. Je n'étais plus cette serveuse insouciante qui voulait juste faire son travail. À la place, subsistait quelqu'un qui notait tout, soupçonnait tout le monde, voyait le danger partout. Delana avait eu gain de cause. J'étais devenue étrangère à moi-même. J'ai fini par convaincre une autre mère de témoigner sur les comportements suspects qu'elle avait remarqués lors des goûters, des bleus, des propos inquiétants, une réelle inquiétude pour la fillette. Mais la peur de s'attirer les foudres de Delana la freinait. Il a fallu des heures à la rassurer, lui faire 1000 promesses, la supplier d'écouter son instinct maternel. Mais ces petites avancées avaient un goût amer. Quand le juge a ordonné une surveillance renforcée, Delana a fondu en sanglots, des larmes sincères. Malgré toutes ses bassesses, elle restait une mère qui voyait son enfant lui échapper. Même les pires personnes ressentent de la douleur. La réalité des émotions humaines interdisait de désigner de simples méchants. La riposte de Delana devenait préoccupante. Son récit de mère divorcée persécutée par un restaurant progressiste trouvait un écho auprès de certains groupes. Les forums en ligne s'enflammaient, cherchaient la petite bête dans chaque preuve, imaginaient des complots là où il n'y en avait aucun. La vérité se noyait dans une marée de récits contradictoires. Tout reposait désormais sur le témoignage à huis clos de la fillette devant le juge. À 9 ans, elle se retrouvait investie du pouvoir de décider de son propre destin, forcée de choisir entre ses parents, entre vérité et loyauté, entre sécurité et amour. Ce poids la marquerait à jamais. Un jour, la mère d'une camarade m'a prise à part lors d'une fête d'école. La fillette lui avait demandé pourquoi j'avais parlé, pourquoi je n'avais pas juste laissé tomber. Elle comprenait, à sa manière, le prix de l'intervention, même si elle en avait besoin. Le personnel du restaurant s'est alors scindé en deux clans. Certains trouvaient que Maria était allée trop loin, qu'on n'aurait jamais dû s'en mêler, d'autres estimaient au contraire qu'on n'avait pas agi assez vite. Cette division a miné l'ambiance, transformant des collègues en adversaires. Le verdict du juge sur les violences psychologiques est tombé comme un coup près, non reconnu, malgré toutes nos preuves. Le système privilégiait plus les droits parentaux que l'intérêt de l'enfant, la jurisprudence avant la souffrance humaine. La surveillance continuerait, mais pour conflit parental, pas pour protection de l'enfant. L'avocat de Marcus a usé de ses relations pour obtenir la nomination d'une administratrice ad hoc à qui il devait sa carrière. Même la justice exigeait ces petits arrangements, ces soutiens, les mêmes jeux de pouvoir contre lesquels nous pensions lutter. L'hypocrisie du système était suffocante. Le rapport de l'administratrice était honnête, mais limité. Comportement préoccupant, pas criminel, signaux d'alerte mais jamais de preuves irréfutables. Le langage administratif édulcorait la douleur de l'enfant, réduisait sa souffrance à une case à cocher. Sa réalité se dissolvait dans le labyrinthe juridique. Lors de la visite à domicile, les rédactions de la fillette ont refait surface. Elle écrivait sur son institutrice de catéchisme, Mademoiselle Jenny, la seule adulte qui l'écoutait vraiment. Elle consignait tout, date et heure, page après page. Les mains de l'administratrice tremblaient en les lisant. Mais le plus bouleversant, ce fut la découverte de son journal intime, caché sous le matelas. Depuis des mois, elle y notait tout ce qu'elle vivait, espérant qu'un jour quelqu'un le lirait. Chaque page montrait une enfant essayant à sa façon de rassembler des preuves, comme elle l'avait vu faire à la télé. Les pages du journal ont finalement été admises comme pièces à conviction, en dépit des protestations de Delana sur la question de la vie privée. Un silence lourd est tombé sur la salle d'audience pendant la lecture à voix haute par l'administratrice. Nuit après nuit, la fille réconfortait sa mère au lieu de dormir, racontant en détail les journées d'école manquées parce que maman avait besoin qu'elle reste à la maison pour la rassurer. Assise parmi le public, je scrutais le visage de la jeune fille, tandis que ses pensées les plus personnelles étaient exposées à tous. Elle gardait les mains serrées sur ses genoux, les épaules basses et refermées. À cet instant, j'ai compris que rendre justice, c'était aussi reconnaître qu'elle avait choisi de protéger sa mère, parfois au détriment de sa propre sécurité. Elle me rappelait moi-même à son âge, toujours à essayer de réparer les erreurs de ma mère. Ce jour-là, ma façon de voir les choses a changé. Je me suis promis de défendre une solution que la jeune fille pourrait accepter, et non pas celle que les autres jugeraient juste. Elle avait déjà trop sacrifié pour gérer les émotions maternelles. Ce n'était pas à moi de lui imposer une nouvelle idée de la justice. Le témoignage de Delana a commencé d'un ton sûr, mais elle a rapidement perdu pied. Elle a nié avoir emmené sa fille au restaurant après la séparation, oubliant que ses propres avis sur Yelp prouvaient le contraire. L'avocat de Marcus a sorti l'ordinateur portable, affichant les commentaires et les photos postées par Delana elle-même, toutes datées, la preuve irréfutable qu'elle avait menti sous serment. Maria, elle, a présenté ses preuves avec un calme professionnel, sans laisser paraître la moindre satisfaction, malgré des mois d'images tirées des caméras de surveillance. Elle est restée digne même quand l'avocat de Delana a tenté de la présenter comme vindicative. Peu à peu, le schéma de comportement préoccupant est apparu aux yeux de tous. Le tribunal était plein à craquer. Les habitués du restaurant occupèrent les bancs, certains venus en soutien, d'autres par simple curiosité. Le clan des mères amies de Delana monopolisait un côté, chuchotant sans cesse,
tandis que les journalistes locaux prenaient note en fond de salle. L'atmosphère était suffocante, à la fois par la chaleur humaine et par la tension ambiante. Le lendemain matin, Delana est arrivée, tirée à 4 épingles dans un tailleur discret, mais ses mains trahissaient son état. Elle tremblait, sans cesse. Elle avait visiblement perdu du poids. Son visage, aminci, peinait à se cacher derrière un maquillage travaillé. Peu à peu, la vérité s'est imposée au fil d'une présentation méthodique. Il ne s'agissait pas simplement de punir. Delana avait autant besoin d'aide que sa fille de protection. Même sa propre mère, appelée à témoigner à contre-cœur, a fini par admettre que le pasteur avait conseillé à Delana de se faire accompagner des mois plus tôt, mais elle avait refusé de s'impliquer. Le schéma familial sautait aux yeux, une grand-mère qui avait ignoré les signaux, forcée de constater que l'histoire se répétait. Le juge a ordonné une évaluation psychologique complète pour Delana, qui serait effectuée par des experts désignés par le tribunal et conditionnerait l'organisation des futures visites. Un encadrement thérapeutique serait obligatoire durant cette période. Des experts techniques sont venus authentifier les vidéos du restaurant, confirmant qu'aucune image n'avait été manipulée. Les incidents visionnés s'enchaînaient, illustrant clairement une escalade, non des actes isolés. Les preuves montraient non seulement la souffrance de la fille, mais aussi les propres réactions traumatiques de Delana. Lors de la dernière journée d'audience, elle s'est effondrée, en larmes, avouant être devenue sa propre mère. Critique, autoritaire, incapable de mesurer l'impact de ses actes. Elle a supplié qu'on lui accorde une seconde chance, promettant de changer. Sa détresse semblait sincère, même pour ceux qui avaient souffert de son comportement. L'administratrice ad hoc m'a alors demandé mon avis sur la suite à donner à la supervision. J'ai longuement réfléchi. Ce dont la fille avait besoin, c'était que sa mère aille mieux, pas qu'elle disparaisse. J'ai préconisé une reprise progressive du lien, sous stricte surveillance professionnelle, un retour à la normale uniquement si Delana montrait de réels progrès. La garde partagée a été maintenue mais adaptée. Marcus a obtenu le domicile principal et Delana le droit de visite, à condition qu'il soit sous supervision thérapeutique. Ce compromis soulignait l'importance des deux parents, tout en priorisant la sécurité de l'enfant. Ce n'était pas parfait, mais c'était à l'image de la complexité des relations familiales. Le verdict a divisé la communauté du restaurant. Certains se félicitèrent de la décision, d'autres estimaient qu'une famille avait été brisée par des interventions extérieures. Beaucoup de nos habitués ont déserté, incapables de dissocier le restaurant du scandale. L'impact financier a été immédiat et brutal. De retour au travail, je n'étais plus la même. Je consignais chaque échange dans un carnet que je ne quittais plus. La confiance n'était plus naturelle. La serveuse insouciante que j'étais avait laissé place à quelqu'un de méfiant, sur la défensive. Malgré tout, j'avais agi selon ma conscience, même si le prix à payer était lourd. Le tribunal a imposé à Delana une thérapie obligatoire, des cours intensifs de parentalité et des tests de dépistage réguliers. Les visites supervisées pourraient être prolongées si elle faisait des progrès tangibles. La fille, de son côté, bénéficierait d'un suivi thérapeutique dédié pour l'aider à comprendre ce qu'elle traversait, et un coordinateur familial superviserait l'ensemble. Maria peinait à maintenir le restaurant à flot. Sébastien avait retiré son investissement, prétextant la polémique, et Maria avait dû contracter des prêts personnels pour couvrir les charges. L'équipe voyait ses heures réduites. Chacun ressentait la pression financière, et certains me tenaient responsable, même s'ils le taisaient. 3 semaines plus tard, Delana a eu sa première visite supervisée dans le nouveau cadre. Elle est arrivée en avance, restant dans sa voiture jusqu'à l'heure précise. Elle paraissait plus soignée, cheveux bien coiffés, tenue appropriée, maquillage discret. Le superviseur a noté sa ponctualité. Sa fille, elle, abordait les visites avec prudence. Elle avait appris à se protéger, gardant les conversations superficielles. Elle faisait des coloriages ensemble, jouait à des jeux de société, évitant les sujets délicats. Les progrès étaient lents, mais réels. Aucun incident préoccupant n'a été relevé. Je les ai croisés au parc lors d'une de ces visites. La fille m'a fait un bref signe de la main, un peu hésitante. La mâchoire de Delana s'est tendue, mais elle m'a salué d'un hochement de tête. Nous n'avons pas échangé un mot, et pourtant, ce bref instant avait du sens. Les limites étaient reposées, on sentait que les choses pouvaient changer, même si la progression était lente. Marcus s'est fait à son rôle de parent à temps plein, épaulé par James. Ensemble, ils ont inscrit la petite à des activités, instauré des repères, apporté un peu de stabilité. Petit à petit, elle s'est remise à dormir paisiblement la nuit, ses résultats à l'école se sont améliorés, et ses professeurs ont même remarqué qu'elle participait davantage en classe et qu'elle gérait mieux ses émotions. Sur Facebook, les groupes de mamans ont commencé à passer à d'autres sujets polémiques. La mère de Delana, elle, a fini par arrêter de publier des messages à mon sujet. Le harcèlement s'est estompé, puis a disparu. Pendant un mois entier, plus aucun incident sur ma voiture. Lentement, la vie a cessé de ressembler à un champ de bataille. Andrew et Steven sont revenus, comme avant, et leur présence a ramené un peu de normalité dans le restaurant. Ils venaient accompagner, parlèrent de nous autour d'eux, tentèrent de recréer ce qui avait été perdu. Leur fidélité a compté plus que tout pendant ces moments compliqués. En guise de remerciement, Maria leur a offert une table réservée à vie. 3 mois après la mise en place du nouvel équilibre, les progrès de Delana étaient évidents. Sa thérapeute a souligné son réel investissement dans le suivi. Delana commençait à comprendre l'impact de ses actes sur les autres. Peu à peu, elle est sortie de la posture de victime pour assumer sa part de responsabilité. Quant à sa fille, la thérapie a mis en lumière à quel point elle avait dû endosser un rôle trop lourd pour son âge. Des années à porter les émotions de sa mère ne s'effacent pas en un jour, mais les enfants ont cette capacité à rebondir. Avec le bon soutien, elle s'est remise à vivre comme une enfant. Son rire s'est réinvité lors des visites surveillées. Maria a fini par prendre la décision difficile de vendre le restaurant, la polémique ayant trop abîmé sa réputation. Une chaîne a racheté l'endroit en s'engageant à garder l'équipe. Bien sûr, cela avait un goût d'échec, mais parfois, survivre, c'est accepter de perdre certaines batailles et continuer à avancer. J'ai retrouvé un emploi dans un autre restaurant, à l'autre bout de la ville. Le salaire était moins bon,
mais l'ambiance nettement plus sereine. Mes nouveaux collègues ignoraient tout de mon passé. Je pouvais me fondre dans le décor, faire semblant d'être une personne comme les autres, même si je continuais à tout noter et à rester sur mes gardes. 6 mois après la décision du tribunal, alors que j'essuyais les tables, des voix familières m'ont stoppé net. Delana et sa fille s'étaient installées dans une banquette, au fond de la salle. C'était une visite non surveillée, une vraie avancée pour elles deux. Elles partageaient une pizza, la petite racontait sa journée d'école et Delana l'écoutait avec attention. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Impossible de lire l'expression de Delana. Elle a levé la main, à peine, un geste timide, plus un signe de reconnaissance qu'autre chose. J'ai répondu par un léger signe de tête. Sa fille, témoin de l'échange, m'a adressé un sourire sincère. Elles ont terminé leur repas tranquillement. En partant, elles ont laissé un pourboire de 20% sur la table. Ce n'était ni des excuses ni un pardon, juste une interaction tout à fait banale entre une cliente et son serveur. Un mot figurait sur le reçu. Merci. Je suis restée un moment à contempler ces 2 mots, réalisant tout ce qu'ils impliquaient. Dans le monde de la restauration, tout se sait. La réputation des clients compliqués ou des situations délicates circule vite. Delana s'est retrouvée persona non grata dans plusieurs établissements, mais elle affrontait désormais les conséquences de ses actes en thérapie, en apprenant à assumer ses responsabilités. Je n'ai jamais quitté mon carnet, je continue d'y consigner les situations bizarres, la méfiance ne me quitte pas. Certains bouleversements laissent des traces indélébiles, mais je dors mieux en sachant qu'une enfant est en sécurité, que sa mère se fait aider, et qu'avoir osé parler, malgré tout, c'était la bonne chose à faire. La dernière fois que je les ai vus ensemble, la petite dessinait, concentrée, tandis que Delana la regardait, sans jouer la comédie, sans forcer le trait, juste une famille en pleine reconstruction. Ce n'était pas un conte de fées, c'était plus fort que ça, c'était la vraie vie. Voir chacun avancer, se réparer à son rythme, me donne de l'espoir. Ce qui rend cette histoire vraie et émouvante, c'est que le changement est venu du travail et de la thérapie, pas d'un miracle. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire incroyable avec moi. Je vous souhaite une journée pleine de progrès et de douceur, à l'image de celle de l'auteur.